Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un mariage entre texte, musique et représentation, le jeu. Quand on mêle texte, musique et mise en scène, on pense en principe tout de suite à l'opéra, qui est un genre qui apparaît dans la dernière décennie du XVIe siècle à Florence, principalement sous la plume de Peri, Caccini, et puis sous l'influence de toute une série d'intellectuels qui lisent dans les textes grecs anciens le pouvoir effectif de la musique sur les émotions humaines. On a un tout petit peu après Monteverdi qui écrit l'Orfeo en 1607, qui est un des premiers monuments du genre. Mais les représentations en musique datent de bien plus longtemps, il faut remonter jusqu'au Moyen-Âge. Pour parler de ce type de pièce, on ne va pas avoir le mot opéra qui signifie simplement œuvre, mais toute une série de déclinaisons. On peut trouver le mot ordo, officium ludus, festum miraculum, mysterium, ou plus fréquemment représentation. Tous ces termes sont plus ou moins équivalents, ils ont quelques spécificités mais sont très souvent employés l'un à la place de l'autre. Il s'agit d'un immense corpus en réalité, mais bien souvent on n'a pas de musique qui est conservée ou alors la musique est conservée dans une notation qui est antérieure à l'invention de la portée et donc évidemment si on ne connaît pas la mélodie on ne peut pas retrouver celle-ci, ça se transmettait oralement. On divise les représentations médiévales qui allient texte et musique en deux catégories principales. D'un côté le drame liturgique et de l'autre le drame vernaculaire. Le drame liturgique il est basé sur un texte latin qui est entièrement chanté alors que le drame vernaculaire c'est dans une langue vernaculaire, donc l'allemand, le français, l'espagnol. En général le texte est parlé, récité et on va avoir des intermèdes musicaux entre les parties récitées. Un des plus anciens drames liturgiques chrétiens occidentaux s'intitule Quem Quiritis et puis il date probablement du Xe siècle, c'est en tout cas là qu'on trouve les sources les plus anciennes qui le documentent. Il s'agit en réalité d'une petite partie qui introduit la messe du jour de Pâques, donc en réalité on appelle ça un trope de l'introïte, donc l'introïte c'est la pièce musicale qui ouvre la messe et puis le trope c'est simplement un ajout, une sorte de commentaire qu'on peut insérer à l'intérieur ou avant une musique, ça peut être des ajouts de texte ou de musique, ici c'est les deux ensemble évidemment, et donc au lieu de démarrer la messe de la façon traditionnelle, on va avoir un tout petit dialogue entre différents personnages qui débutent justement par l'expression Quem Quiritis. Ce dialogue se déroule entre les disciples du Christ et puis les habitants du ciel, donc c'est bien souvent les anges évidemment, et puis fait entendre une première question. Qui cherchez-vous dans le sépulcre, disciple du Christ, à laquelle on répond « Jésus de Nazareth crucifié, ô habitant du ciel ». Et puis la dernière réponse « Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait prédit. Allez et annoncez qu'il est ressuscité du sépulcre ». Ce Quem Quiritis, qui ouvre donc la messe de Pâques, présente une forme dialoguée tout à fait simple et puis je vous propose d'entendre le début de cette pièce. On a un document clé qui renseigne justement des aspects dramatiques de cette pièce, de ce Quem Quiritis, et ce document s'appelle Regularis Concordia. C'est simplement une sorte d'ordonnance pour réguler la vie dans les monastères anglais. Il a été rédigé par Æthelwold vers 973 à Winchester, mais il s'applique évidemment à l'ensemble des monastères de l'île. Les différentes pratiques liturgiques en lien avec les différentes fêtes sont codifiées et donc on a évidemment le jour de Pâques qui est aussi représenté. On va donc décrire la façon de faire ce Quem Quiritis et puis il y a une sorte de mise en évidence de l'importance de l'aspect visuel de ce passage précis pour que ceux qui ne comprennent ou ne lisent pas le latin puissent quand même
comprendre et participer au rite. Donc on va utiliser des aspects visuels pour renforcer la compréhension de la musique. Donc on va avoir des indications de mise en scène, par exemple les 3 visiteurs qui doivent s'approcher comme s'ils cherchaient quelque chose avec un rameau à la main. L'ange doit se tenir à tel ou tel endroit qui doit représenter le lieu de la tombe du Christ. C'est à partir de ce genre de commentaires qu'on peut justement parler véritablement de drame musical, puisque en réalité on va avoir des personnages, on va avoir une quasi mise en scène de l'action musicale. Si on regarde un manuscrit un tout petit peu plus tardif, on va voir évidemment les changements par rapport au premier que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous voyez ici par exemple que vous avez toute une série de rubriques qui sont normalement en rouge, qui sont intercalées entre les portées musicales. Et donc par exemple, à la première occurrence, on va avoir Angeli ad mulieres, qui veut dire donc les anges chantent aux femmes. Et puis plus loin, on a les femmes chantent aux anges. Ensuite, les anges chantent. Et puis, comme dernière phrase, ensuite les femmes se tournent vers le chœur et chantent la prose Victimae Pascali. Vous voyez donc que dans la musique elle-même, on va intégrer les différentes indications de dramaturgie. Le Quem Quiritis va avoir un immense succès et sera diffusé quasiment dans toute l'Europe. On a de très nombreuses versions avec plusieurs variantes, tant musicales que textuelles, mais on a quand même 3 grands centres pour ce drame que sont justement Limoges et son église de Saint-Martial. On a aussi Saint-Gall en Suisse et puis Winchester en Angleterre. On pourrait penser que ce drame va se développer de façon linéaire, depuis une version embryonnaire avec simplement quelques phrases à une version beaucoup plus complexe, riche de mise en scène. Mais en réalité, c'est une transmission beaucoup plus complexe qui dépend évidemment des particularités régionales. On a par exemple déjà au Xe siècle une version, un commentaire sur une version élaborée à Winchester qui s'appelle Visitatio Sepulchri, qui est extrêmement élaborée, alors que sur le continent, dans d'autres centres, on est encore au quasiment balbutiement de ce drame. Au siècle suivant, on va avoir un élargissement des sujets traités dans ces jeux ou dans ces drames. Vous avez par exemple le Sponsus, vous avez le jeu de Daniel, le prophète, vous avez l'Ordo Rachelis, qui est une lamentation sur le sort funeste de Rachel. On a peu de noms de compositeurs à disposition évidemment, puisque la plupart de ces manuscrits sont anonymes, mais dans ce siècle on a une personnalité assez rayonnante qui est encore connue aujourd'hui, qui s'appelle Hildegard von Bingen, qui naît en 1098 et qui meurt en 1179. C'est une abbesse bénédictine qui va écrire un fameux Ordo Virtutum, donc c'est-à-dire un jeu de morale avec le diable et puis 16 vertus qui se battent pour le salut d'une âme. Donc on a une sorte de combat qui est mis en scène avec le démon qui va dialoguer avec 16 vertus différentes et puis évidemment le diable, le démon perd à la fin. Cet Ordo Virtutum de Hildegard contient 82 mélodies qui sont toutes syllabiques, ça veut dire que vous avez une note pour chaque syllabe du texte comme une sorte de plein chant, et puis il est conservé dans un immense manuscrit en parfait état. Je vous propose d'écouter un extrait de ce jeu au tout début de la pièce, on est dans la lamentation des âmes incarnées. Le texte de ce jeu est en vers et non plus en prose, et c'est un mouvement général qui opère entre le Xe et le XIIe siècle, qui touche à peu près tous les centres religieux. Ça veut dire qu'on va passer d'un texte rédigé en continu à un texte versifié, donc avec des fois des pieds de la même longueur ou surtout des rimes en fin de ligne. On a d'innombrables exemples de cette pratique dans le jeu de Daniel, le jeu d'Hérode, le jeu de Lazare. C'est dans le nord de la France qu'on trouve une intense activité de composition et de production de ces jeux ou de ces mystères. Et une des sources principales pour cette époque de jeux se trouve justement dans le nord, près d'Orléans, dans une petite ville, un Fleury-sur-Loire, qui voit la production d'un manuscrit qui contient 10 jeux mis ensemble.
Ces jeux, ces mystères ou ces drames liturgiques sont représentés en marge des messes ou des offices, parfois sur le parvis de l'église, parfois dans l'église, parfois sur une place. Il n'y a évidemment pas de règles et on a aussi quand même un problème de documentation. On n'a pas forcément toujours les indications sur la destination de tel ou tel jeu ou de tel ou tel mystère. Donc parfois ça peut être intégré évidemment à une messe, à l'entrée de la messe de Pâques ou à la sortie d'une messe, mais parfois ça peut être donné à de toutes autres occasions qu'on n'a pas pu documenter. La limite entre le drame liturgique et le drame vernaculaire est assez floue en réalité, ce n'est pas deux distinctions absolument étanches. On a notamment un des exemples célèbres qui est le sponsus ou en fait le jeu de l'époux, hein, qui date de la fin du XIe siècle. On a une centaine de lignes dont la moitié sont en latin et l'autre moitié en provençal, donc une sorte d'ancêtre du français. Vous voyez ici un extrait du manuscrit. Le jeu en langue vernaculaire connaît une croissance énorme durant le XIIIe siècle. On est en réalité à la fin d'une longue tradition qui est celle des troubadours et puis des trouvères plus au nord, qu'on doit aussi compléter par une multitude d'artistes itinérants qui vont de cour en cour ou de ville en ville. Ça peut être des jongleurs, des mimes, des ménestrels, des musiciens. Le principal jeu de cette période, par son ampleur et puis sa conservation dans plusieurs sources aussi, c'est le jeu de Robin et Marion qui a été écrit par Adam de la Halle. Adam de la Halle a ceci de particulier qu'il fait partie de la dernière génération des trouvères, c'est-à-dire des musiciens qui sont formés par tradition orale en réalité, qui vont de cours en cours, mais il va aussi étudier à l'université de Paris où se développe une nouvelle école polyphonique qu'on appelle l'école de Notre-Dame. Et puis donc ce Adam de la Halle va représenter une sorte de synthèse entre cette tradition des troubadours et des trouvères et puis cette tradition de la polyphonie écrite, donc des nouveaux genres polyphoniques qui émergent, notamment le motet. Si Adam de la Halle a étudié à Paris, ce n'est pourtant pas l'actuelle capitale française qui est la capitale des trouvères. C'est plus au nord, dans le Pas-de-Calais, c'est Arras. Et donc à Arras, on trouve notamment une confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras qui a été fondée en 1175 et qui rassemble parmi ses membres toute une série de poètes, de musiciens et de trouvères qui vont donc écrire une quantité de jeux ou de mystères. Vous voyez ici dans deux manuscrits qui contiennent ce fameux jeu de Marion et Robin, les deux écritures pour ce mot, c'est-à-dire G-I-E-U-S une fois, et puis l'écriture moderne avec le J-J-E-U dans une autre source. Les thèmes principaux de la lyrique des trouvères se retrouvent dans ce jeu, à savoir des dialogues entre le berger et la bergère ou des aspects de la chevalerie. Donc ici, dans cette histoire, on a un chevalier qui s'appelle Aubert qui courtise Marion, une jeune bergère, mais celle-ci veut rester fidèle à Robin, un simple villageois. Il s'ensuit toute une série de péripéties, mais au final, évidemment, Robin et Marion sont ensemble et puis ils font une fête avec toute une série de jeux dans une clairière avec les villageois. On a une dernière péripétie avec un loup qui enlève une brebis, Robin la ramène et puis la fête continue. La thématique pastorale est évidemment extrêmement présente durant toute la pièce. Et puis Adam de la Halle va utiliser des mélodies connues qui ne sont probablement pas toutes de lui, mais que les gens peuvent identifier assez facilement. On a 16 mélodies en tout qui sont intercalées dans le texte, puisque contrairement aux pièces latines où on va chanter tout le texte, ici en réalité on récite une partie du texte et puis on va avoir des chansons qui ponctuent cette pièce de théâtre. Vous voyez ici les premières pages du manuscrit où vous commencez par de la musique et puis après une page plus loin vous avez vraiment les dialogues des différents personnages et puis dans la troisième page retour de quelques éléments musicaux puis du texte. Je vous propose d'écouter le début du jeu de Robin et Marion, donc avec une des chansons fameuses, Robin m'aime, Robin m'a. Sky
Si le jeu en langue française porte sur des thématiques pastorales ou chevaleresques, on a quand même encore des thèmes religieux évidemment en langue française, essentiellement sur des miracles qui touchent la vie des saints, qui vont identifier un saint en particulier. On a par exemple le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel ou alors le miracle de Théophile de Ruthbeuf. La Vierge Marie est également un sujet d'inspiration extrêmement important. On trouve par exemple au XIVe siècle une collection manuscrite qui contient 20 miracles et dans chacun de ces miracles on va avoir la Vierge Marie qui va concéder un miracle à un miséreux en particulier. Vous voyez ici la table des matières du manuscrit pour vous donner une idée des différentes thématiques. Au XIVe et au XVe siècle, le jeu en langue française va connaître un développement dans la durée assez conséquent. On a par exemple la Passion de Semur qui fait quasiment 10 000 lignes, donc 9 582 lignes, et qui est donnée sur 2 jours. Vous avez encore un autre exemple plus extrême de Arnoux Gréban, d'un jeu qui s'appelle La Nativité, la Passion et la Résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, qui lui contient 30 000 lignes, qui est donné sur 4 jours, qui propose 200 rôles, donc 200 personnages. Ce jeu sera donné dans de nombreuses villes de France et sera un des plus grands succès du jeu vernaculaire. Alors, la musique de ces jeux religieux vient principalement du plain chant, donc c'est-à-dire monodique. On a une seule ligne mélodique. Elle peut emprunter à des hymnes, par exemple Veni Redemptor, Vexilla Regis, ou bien encore Stabat Mater, le Te Deum, le Regina Coeli. On peut avoir aussi de la polyphonie ou des musiques instrumentales. On a quelques témoignages, notamment une passion à Pontferrand en 1477 qui demandait pour son exécution 4 organistes, 7 trompettistes et puis 4 ménestriers qui jouaient de différents instruments. Dès le XIVe siècle en France, on a une particularité qu'on ne retrouve pas forcément en Espagne ou en Angleterre ou en Allemagne, c'est l'association de ce jeu à des compétitions musicales et littéraires. On appelle ça le Puy, P-U-Y. Alors on a par exemple le Puy d'Amiens qui organise une compétition pour faire composer un jeu annuel par une fraternité. Vous voyez ici un manuscrit qui contient les chants des gagnants qui sont richement enluminés. Le XVIe siècle est réputé pour ses fastes religieux dans les cérémonies. Vous avez d'innombrables occasions, des fêtes, des processions, des laudes. Et donc on va donner énormément de musique en plein air, en procession, devant les églises, sur les places. Et à ces occasions-là, on va très souvent ajouter une dramatisation des éléments, exactement comme dans les jeux. À cela s'ajoutent aussi les intermédies, qui sont plutôt des spectacles de cours qui vont donner lieu à des représentations avec très souvent d'ailleurs un décor qui est richement peint. Vous avez aussi la comédie madrigalesque, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs madrigaux pour les mettre ensemble afin qu'ils forment une intrigue particulière. Dès les années 1580 à Florence, on va avoir une nouvelle musique qui va apparaître, ce qu'on appelle la monodie accompagnée, c'est-à-dire une ligne mélodique simple accompagnée par une basse continue, clavecin ou orgue qui fait simplement des accords simples. À côté de ça, vous avez aussi le nouveau genre de l'oratorio qui va naître et qui va remplacer petit à petit ces représentations dramatiques, ces jeux vernaculaires ou latins. C'est essentiellement à Rome que naît l'oratorio, dans la congrégation de l'oratoire, c'est ça qui a donné le nom au genre évidemment, sous l'impulsion de Filippo Neri, qui est donc son fondateur. Toute une série de pièces de ce type seront données à la Chiesa Nuova à Rome, qui est le centre culturel de l'oratorio. Et puis en 1600, on a une date clé puisqu'on a la représentation de l'âme et du corps de Emilio de Cavalieri qui est créé et qui passe pour être le premier oratorio de l'histoire de la musique occidentale. Le répertoire des jeux liturgiques et vernaculaires est proprement gigantesque. Il court du Xe siècle jusqu'au moins au XVIe siècle. Malheureusement, du fait de la transmission des manuscrits, on a peu de musique conservée, on a beaucoup de textes, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours les recréer. On a évidemment des tentatives de reconstitution qui peuvent nous donner une idée de comment ça pouvait sonner, mais évidemment tout ce qui est de
l'ordre de la mise en scène, des costumes, du jeu sur scène, des décors, tout ça a évidemment disparu. L'exemple le plus complet de jeu médiéval est sans aucun doute le jeu de Robin et Marion de Adam de la Halle. Je vous invite donc à le découvrir, à l'écouter. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.